Permettez que je fasse une petite introduction. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont connectés maintenant pour dire que Billy Jean-Philippe est ingénieur électromécanicien spécialisé dans l'étude, l'exécution des réseaux de distribution d'énergie électrique avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur énergétique. Maintenant, il est chargé de projet au sein de la cellule de l'énergie du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Il est enseignant, il enseigne à l'université Quisqueya et aussi à l'université GOC. Billy. Merci, Dr. Calix, pour cette présentation. Et je tiens d'abord à remercier les participants et l'école et AE de m'avoir donné cette opportunité de présenter ce fichier. Je vais partager mon écran tout de suite. En fait, ma présentation concerne l'intégration des énergies renouvelables variables sur les réseaux en Haïti. En fait, injection importante de sources d'énergie renouvelables variables sur les réseaux en Haïti et les défis, les enjeux et les opportunités. En fait, l'objectif de cette présentation, en fait, c'est de pouvoir aider les concernés à avoir une vision à long terme de la production d'énergie photovoltaïque et les mesures stratégiques pour intégrer les énergies renouvelables variables dans l'avenir énergétique du pays et de réaliser des projets qui permettront de diversifier la production d'énergie électrique, d'électricité, et de contribuer au développement économique dans la politique énergétique du pays. Je pense que c'est important de prendre en compte et en fait, l'intégration des énergies renouvelables. Parce que ces énergies-là, en Haïti, bon, à travers le monde, ça commence à s'étendre. Et Haïti ne fait pas exception à cette règle. Bon, on a une petite descriptif. On va parler très peu des énergies renouvelables variables. Beaucoup de gens qui sont connectés ici sont des professionnels et des étudiants qui savent ce que c'est. Et on va parler un peu des réseaux électriques en Haïti et le mode d'exploitation actuel et les intégrations effectives des ERV, énergie renouvelable variable, et leur impact sur le réseau électrique. Mais au cours de ces descriptifs-là, l'impact fera toujours, apparaîtra toujours dans ces thèmes. Et bon, je ne vais pas tout rester là, non, mais l'énergie renouvelable variable, vous savez ce que c'est les énergies intermittentes. Bon, on a comme énergie intermittente, en fait, comme technologie d'énergie intermittente, il y a les éoliennes et les centrales solaires photovoltaïques. Et bon, là, j'ai pris un exemple du parc éolien de Taïba Ndiaye, qui est à Sénégal, qui est le plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est... En fait, je ne vais pas tout rester là, mais les panneaux solaires, vous savez que ça utilise la lumière pour l'électricité, mais l'électricité dépend de la disponibilité de la lumière qui n'est pas toujours constant et pendant le rapport à cette technologie. Maintenant, une bonne gestion des énergies intermittentes, ça amène à quoi? Afin de gérer efficacement la variabilité des sources d'ERV, bon, des solutions innovantes sont nécessaires et les systèmes de stockage d'énergie jouent un rôle central. Bon, on a toujours recours à un système de stockage pour pallier à l'intermittence de ce type d'énergie. Et ces systèmes d'énergie excédentaire, ça peut être des batteries au lithium, bien des batteries lead-acide ou des nouvelles technologies qui sont en cours de développement comme l'hydrogène ou les batteries électrochimiques. Et voilà. Cette approche permet d'équilibrer la nature intermittente des ERV et améliorer la stabilité et la fiabilité des réseaux. Bon, on va plus se focaliser sur les centrales solaires photovoltaïques parce que cette technologie-là est plus en vogue en Haïti. Et il y a beaucoup de gens qui ont ça chez eux. Et il y a peut-être une possibilité pour ces gens d'intégrer ou bien d'injecter le surplus d'énergie sur les réseaux
de l'EDH. Et on a aussi des projets qui sont en cours d'implémentation. À Caracol, il y a un projet d'injection de 12 MW solaires sur le réseau de Caracol. Il y a aussi un projet qui est en cours d'élaboration à la cellule d'énergie même. C'est un projet de construction d'une centrale photovoltaïque solaire à Jacmel pour injecter de l'énergie sur le réseau de Jacmel. OK? Il y a, en fait, quand je parle de centrale autonome, en fait, il y a deux types. Il y a autonome, ou stand-alone, des centrales qui sont conçues pour alimenter un village ou une communauté en énergie propre. Par exemple, dans les mini-réseaux, ces centrales-là sont en mètres. Et c'est eux qui forment le réseau. Et il y a le mode connecté au réseau, en fait, qui permet d'injecter de l'énergie sur le réseau public. Mais ce n'est pas sans impact et sans conséquence. On va voir tout cela plus loin. Il y a les défis qui sont liés aux énergies renouvelables variables, ou disons centrales solaires photovoltaïques, mais en général, ces défis-là sont communs aux énergies renouvelables variables. Il faut l'intégration de stockage pour pallier à la variabilité de la production et d'assurer la qualité de l'énergie produite. La qualité de l'énergie produite, il faut une bonne fréquence et la bonne tension. Ce sont ces deux paramètres de stabilité qui assurent aussi la qualité de l'énergie produite. Il y a aussi des interventions sur les réseaux peut-être qui sont beaucoup plus fréquentes. Par exemple, il faut modifier les paramètres de protection, avoir une bonne communication entre opérateurs et gestionnaires de réseau. Dans le cas du gestionnaire, ça peut être l'EDH ou bien la NRECA dans le Nord-Est. Et il faut une adaptation de la gestion du réseau dans le contexte d'intégration des REV et assurer la continuité du service en cas d'aléa. Et comme exigence aux gestionnaires ou à l'EDH, il faut une bonne régulation des fréquences, il faut une bonne régulation de la tension et une compensation de l'énergie réactive, parce que généralement les onduleurs ils produisent de l'énergie réactive. Donc ça peut quand même aider le réseau à compenser l'énergie réactive. Et la tenue au coût de tension et les chutes de tension, les centrales à énergie renouvelable doivent pouvoir être capables de gérer la tenue des coûts de tension. Quand il y a chute de tension, la centrale doit pouvoir être capable de gérer tout cela. Et il y a aussi des recommandations. Et il faut assurer une bonne coordination et une gestion intelligente du système électrique, comme le docteur Calix parlait tout à l'heure. Rendre le réseau intelligent, utiliser le stockage pour faciliter l'intégration des ERV dans les systèmes électriques et réadapter le cahier des charges pour le raccordement des ERV. Et déployer ces systèmes de manière progressive. Disons, à chaque système, on apprend des leçons et ça permet de construire d'autres systèmes mieux. Bon, et maintenant on va parler des autoproducteurs. Quand je parle d'autoproducteurs ou bien des autoconsommateurs qui ont chez eux un système solaire ou éolien, et en fait pour lui, ça augmente l'autonomie vis-à-vis du fournisseur d'électricité. Il a la possibilité de réinjecter l'électricité produite sur le réseau, mais généralement il le réinjecte sur le réseau basse tension. Bon, on va voir ça plus loin. Et il participe aussi au développement des énergies renouvelables et à la diminution du recours aux énergies fossiles. Et bon, tout ça s'accompagne de défis et des enjeux. Les enjeux majeurs, en fait, il y a une croissance importante, il y aura une croissance importante des énergies renouvelables et des installations privées au niveau des ménages en Haïti, vu le rationnement drastique et la non-disponibilité de l'électricité sur les réseaux de distribution. Et avec la possibilité d'injecter le surplus d'énergie sur le réseau,
le nombre de producteurs peut devenir à terme très important. Donc, beaucoup de monde vont avoir ça chez eux parce qu'ils vont pouvoir injecter. Ils seront des producteurs. Et la production d'énergie se fera de manière intermittente. C'est un enjeu majeur. Et la plupart des raccordements seront réalisés sur la partie basse tension. Ça pourra créer des surtensions et puis une trop grande part de puissance active sur les lignes. Et les installations seront constituées de convertisseurs statiques, c'est vrai, et ce ne sont pas des machines tournantes parce qu'ils sont interfacés par des composants électroniques de puissance et des transformateurs qui sont des machines statiques. Comme préconisation ou recommandation pour ces autoproducteurs, disons, il faut mettre en place un cadre réglementaire pour le raccordement au réseau. Parce que quand il y a tout ce monde-là qui vont avoir ça chez eux, en fait, ça c'est le rôle de l'ANARC de mettre en place un cadre réglementaire pour le raccordement au réseau et de toutes ces installations et qui devrait prendre en compte les impacts de ces installations sur le réseau, l'influence des caractéristiques du réseau même sur le fonctionnement de ces installations et l'aptitude des installations à fonctionner dans les conditions normales de tension et de fréquence, ce qui est très très important, très important, et l'aptitude de l'installation à rester en fonctionnement lorsque la fréquence sur le réseau de distribution atteint des valeurs exceptionnelles. Quand ça varie trop grandement, cette centrale-là doit au moins gérer tout cela. Et les installations PV raccordées au BT ne doivent pas absorber de puissance réactive ou l'absorber à un certain niveau. Bon, généralement, ça produit du réactif. Et le niveau de contribution de l'installation PV à la distorsion de la tension et les harmoniques qui, disons, déforment l'onde de tension doit être limité à des valeurs permettant à l'EDH de respecter les limites admissibles en matière de qualité d'électricité livrée aux autres utilisateurs. Il faut aussi la protection, en fait, la sécurité des biens, la sécurité même de l'espace, de la maison où l'installation est faite. Par exemple, il faut une protection. Tout ça devrait être préconisé par le régulateur. Préconiser et la protection au niveau de ces installations qui permettent de les séparer automatiquement du réseau en cas de défaut. Et une protection aussi qui empêche la perturbation sur le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau du fournisseur d'électricité ou de l'EDH dans le cas d'Haïti. Bon, on va parler brièvement des réseaux en Haïti, en fait, parce que ces énergies vont se connecter sur les réseaux d'Haïti. Actuellement, la fourniture d'électricité en Haïti, comme vous le savez tous, est assurée par l'Électricité d'Haïti. Dans 4 grandes régions, et la région centre et région ouest, centre, nord et le Grand Sud. Et le Grand Sud, en fait, les autres régions, à part Port-au-Prince. Port-au-Prince a un système électrique verticalement intégré avec une poste de répartition, des sous-stations de distribution et un embryon de grille. En fait, quand je dis un embryon de grille, la ligne 115 kV n'est pas répandue sur tout le pays, qui pourra constituer un grand réseau. Donc, c'est une portion. Et puis, il y a un poste de répartition qui alimente des sous-stations de distribution et eux qui alimentent les abonnés. Et le centre de conduite du réseau dont je parle tout à l'heure, c'est le dispatching. En fait, on l'appelle le dispatching, mais c'est plutôt un poste de répartition. Le dispatching est à l'intérieur du poste, a été à l'intérieur du poste, mais il y a un projet qui prévoit de construire le dispatching ailleurs. Ben, dans ce centre de répartition, qui était inauguré, je crois, depuis 1918, il dispose de 3 transformateurs de 15 MVA par lesquels transite toute l'énergie produite sur le réseau de l'EDH. OK, la proportion de répartition des différents types de technologies qui alimentent le réseau de l'EDH.
On a le thermique diesel qui représente 49% de la production et les turbines à gaz bon, qui vient d'être installées mais qui, en fait, cette centrale ne marche pas pour le moment, constitue 20%. Et l'hydro, bon, la seule hydro, c'est Pélic. En fait, là, je suis dans la région métropolitaine, constitue 19% de la production et on a les producteurs indépendants constituent 12%. OK? Donc, et en fait, le poste de répartition de l'EDH distribue l'énergie à travers 10 sous-stations. Et eux ont différents circuits avec différents niveaux de tension pour la distribution. Maintenant, il y a différents défis qui sont liés au système électrique même de l'EDH. En fait, tous ces défis-là constituent des difficultés à intégrer vraiment, par exemple, de l'énergie renouvelable sur le réseau de l'EDH. Beaucoup de mesures doivent être prises. Par exemple, les enjeux majeurs de la production d'électricité en Haïti, en fait, surtout dans la zone métropolitaine, a un problème d'entretien et d'organisation de la maintenance au niveau des centrales thermiques. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de trouver un cahier d'entretien et une historique d'entretien des machines dans les centrales. Le carburant, vous savez que c'est très cher et ça dépasse largement la perception de l'EDH. Et une partie de ces coûts-là est subventionnée par le gouvernement. Et la centrale Pélic fournit environ 2/3 de sa puissance. Mais la centrale Pélic a été récemment réhabilitée. Bon, il y a 2 groupes qui fonctionnent très bien. Une fois qu'il y a de l'eau dans le réservoir, et l'autre groupe est en panne et en passe d'être réparé. Maintenant, les enjeux majeurs dans le cas des réseaux de distribution. Et c'est la partie qui concerne le plus l'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux électriques. Le niveau de fiabilité des circuits est très faible. Il y a des déclenchements intempestifs, tout ça. Disons, c'est difficile de faire l'équilibre entre la consommation et la production. Surtout que la production est très faible, la demande est très très élevée, donc c'est pas facile. Il y a un manque d'entretien régulier, bon, tout un tas de problèmes. Et les extensions anarchiques des circuits qui sont non contrôlés, qui entraînent des chutes de tension. Voilà un grand défi qui nuit à l'intégration des énergies renouvelables. Les chutes de tension et conduit même à la perte des transformateurs de distribution dans les quartiers. Et bon, ça, on est dans des conditions actuelles. 5 parmi les 10 sous-stations de distribution sont complètement saturées. Ils sont complètement saturés. Donc, le rationnement est tout à fait drastique. Il y a même la non-disponibilité de certaines zones, des zones qui n'ont pas d'électricité. Il y a 5 autres qui fonctionnent à environ 80% de leur capacité et ne peuvent plus fournir un service de qualité, vu la vétusté de leurs équipements. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet pour réhabiliter les sous-stations. Et par exemple, là, on est dans les provinces, les postes élévateurs dans les centrales de province qui servent de postes de distribution parce que dans les villes de province, dans les régions, les centrales injectent directement sur un jeu de bar et ces jeux de bar-là, de manière radiale, alimentent les clients directement. Donc, il n'y a pas de poste de répartition comme à Port-au-Prince. Et dans les régions, les lignes de distribution parcourent de longues distances sans régulateur de tension. C'est-à-dire que ces lignes-là deviennent très capacitives. C'est très lourd pour le réseau. Bon, comme obligation, le fournisseur d'électricité, l'EDH devrait pour le moins, respecter la qualité de l'énergie qu'ils fournissent aux clients. En gamme de tension et de fréquences bien définies. Ça aiderait même un producteur privé qui veut injecter quelque chose, même si ce n'est pas de l'énergie renouvelable, mais une fois qu'il a d'attention garantie, une fréquence bien définie, il pourra synchroniser avec le réseau et injecter son énergie. Bon, voir pour les énergies renouvelables variables qui va compliquer la chose parce que si la tension ne peut pas être régulée de manière correcte, et puis vous avez une énergie qui varie, lui,
Donc, ce sera compliqué. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est juste un rappel. Et le développement rapide des énergies en Haïti pose la question de la capacité des réseaux de l'EDH à intégrer ces nouveaux moyens de technologie et ces nouveaux moyens de production. Pardon. Ce développement de nouvelles unités nécessitera des évolutions au niveau du système électrique national. Ça veut dire que même dans la conception des systèmes électriques en Haïti, on devra envisager et même prendre en compte l'intégration de ces nouvelles technologies. Maintenant, les impacts sur les réseaux de distribution, je les ai énumérés depuis le début de la présentation, bien qu'on n'est pas en train de faire le procès des systèmes photovoltaïques ou des énergies renouvelables, mais de comprendre les problématiques posées par l'arrivée de ces générateurs d'énergie sur les réseaux publics, afin de pouvoir apporter des réponses pertinentes. En fait, l'important, c'est de faire des projets pour pouvoir trouver les réponses. Parce qu'à partir des projets, c'est la méthode scientifique, c'est faire les projets et puis pour trouver les réponses. Bon, et il y a aussi des défis qui accompagnent, en fait, des défis liés à l'impact et des énergies variables sur les réseaux. L'amplification de certains impacts sur les réseaux de distribution, en fait, la présence de normes importantes d'onduleurs dans un périmètre proche peut être à l'origine de nombreux effets. Par exemple, l'amplification de certains impacts sur les distributions. Il peut y avoir des surtensions qui sont liées sûrement à la présence de... Il y a trop d'énergie active, trop de puissance active, ça peut engendrer des surtensions. Et puis les onduleurs interagissent entre eux, ça pourrait créer des problèmes de communication. Et si en fait, j'ai fait un petit focus sur l'interaction entre onduleurs. Si tous les onduleurs sont synchronisés et injectent un pic de courant au même instant, cela génère des surtensions sensibles dont j'ai parlé tout à l'heure. Si les onduleurs ne sont pas synchronisés et injectent de façon aléatoire, par exemple, problème technique, les signaux peuvent se superposer ou s'opposer à être à l'origine de découplage intempestif. Ça crée des problèmes sur le réseau. Et en résumé, comme impact, on a une élévation locale du niveau de tension. Ça c'est en fait, pour les autres producteurs, s'ils injectent sur une portion de ligne basse tension sur un transformateur, ça peut engendrer une élévation du niveau de la tension dans cette zone-là. Et la variation de l'onde de tension, la variation rapide de puissance et les harmoniques qui nuisent surtout à la tension. Et j'ai énuméré quelques opportunités. Et l'insulaire raccordé au réseau offre quand même une alternative importante dans la production d'électricité en Haïti qui est à base de combustibles fossiles. Et offre aussi une option de production à moindre coût. Mais quand je dis à moindre coût, c'est progressif. C'est pas, en fait, ça peut aller sur le long terme en intégrant, autant qu'on intègre l'énergie renouvelable sur le réseau et on efface la partie fossile, donc les coûts vont être vus à la baisse. Et nous savons que Haïti a un très fort potentiel en matière d'énergie renouvelable. Et les technologies renouvelables disponibles aujourd'hui pourraient produire plus d'électricité que ce que le pays consomme actuellement. Selon le cadre solaire qu'il y a ici, il y a beaucoup de potentiel pour Haïti d'avoir des énergies renouvelables, surtout en fait, le solaire. Les solaires en Haïti sont particulièrement fortes et relativement constantes tout au long de l'année. Il y a l'irradiance solaire qui est de 5 à 7 kWh par mètre carré par jour dans la majeure partie du pays et approche les 8 par mètre carré dans certaines régions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir assisté. Merci, ingénieur Billy Jean-Philippe, pour cette présentation. Nous allons commencer à prendre des questions. Donc, on va essayer de prendre des questions à tour de rôle sur le chat et en présentiel. Donc, pour l'instant, sur le chat, on n'a pas encore de questions. Donc, nous allons commencer en présentiel si on a des questions, s'il vous plaît.
dans la salle? Est-ce qu'on a des questions? D'accord. Une première question au niveau du chat. Ingénieur Billy Jean-Philippe, vous avez dit que on a pas mal de problèmes au niveau du réseau actuel d'Haïti, de l'EDH, qui rendent assez difficile l'intégration des énergies renouvelables variables. Donc, on voudrait savoir le déploiement d'un réseau intelligent et en quoi est-ce qu'il faciliterait l'intégration justement de ces énergies renouvelables? Oui, rendre le réseau intelligent serait favorable à cet aspect parce que la façon dont on opère les réseaux en Haïti, c'est difficile. Le réseau en Haïti actuellement, c'est un réseau normalisé, oui, bien sûr, mais en fait, à partir de son exploitation et puis les retards qu'on prenne pour faire les entretiens et le contrôle qu'on n'a pas sur les extensions anarchiques qui créent ces problèmes-là. Et c'est là le problème de l'intégration de l'énergie renouvelable. Parce que les énergies renouvelables, ils sont sensibles. Ils doivent avoir une tension correcte et une fréquence correcte. Et rendre le réseau intelligent pourrait aider. Mais il faut aussi la bonne production. C'est-à-dire que, et par exemple, dans le dispatching, la personne qui fait la balance consommation-production et qui doit tenir compte de l'intégration des énergies renouvelables, bon, je dis la personne, alors ça devrait être un système automatique ou un SCADA qui fait tout ça. Donc, si on rend le réseau intelligent, ça pourrait bien aider à l'intégration des énergies renouvelables. Parce que ça pourrait même demander s'il y a des surtensions, le système prend ça en compte automatiquement. Mais par exemple, actuellement là, on ne peut pas le faire. Parce qu'on le fait manuellement et le réseau ne répond vraiment pas aux conditions normales qu'ils étaient, en fait, quand le réseau était à peine réhabilité en 1983. Parce que le réseau de Port-au-Prince, je ne parle pas des provinces, non, de Port-au-Prince a été réhabilité en 1983. Dans les années 80, mais je me rappelle en 83, une majeure partie du réseau a été réhabilitée, mais depuis lors, il n'y a pas vraiment ces genres d'interventions globales qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de problèmes sur le réseau, et surtout avec les opérations. Donc, si le réseau devient intelligent, il y a un système qui prend tout ça en compte, mais il faut que le réseau soit le réseau répond de manière technique, avec les bons isolateurs et les bons transformateurs bien calibrés, bien exploités aussi à 85% de leur capacité. Au moins, ça pourrait aider. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Jerry Léonard, étudiant en 5e année de génie électromécanique à l'université GOC. En fait, dans mes recherches, j'ai pu constater que Haïti, en tant que première république noire, a été, ou encore fut, le premier pays de la région a été électrifié, soit en 1912. Mais Haïti, en tant que pays de la Caraïbe, un pays montagneux, pays fortement ensoleillé, généralement, je constate que dès qu'on parle d'énergie renouvelable en Haïti, les gens sont toujours la tendance de se focaliser sur l'énergie photovoltaïque de préférence, mis à part l'énergie hydroélectrique qui jusqu'à date, on exploite près de 10% de notre potentiel hydroélectrique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de l'énergie éolienne en Haïti. Haïti, en tant que terre montagneuse, d'où son nom, Kiskeya ou Boyo, à 75% de notre territoire est montagneux.
Donc, j'aimerais savoir, est-ce que nous ne devons pas aussi nous accentuer sur l'éolienne. l'exploitation de l'énergie éolienne aussi? Je vais te répondre. Justement, on est en train de le faire. Et je me rappelle, il y avait une compagnie française qui faisait une présentation sur la possibilité d'avoir 50 MW d'énergie éolienne en Haïti. Ils étaient là, ils étaient venus, ils ont fait une étude sur une année et ils ont remarqué que oui, c'était possible. Mais bon, vous savez, il y avait, ça a demandé du financement, tout ça, mais la politique publique qui devrait prendre en compte tout ça, ça a pris du temps. Mais ça commence à réapparaître. On est en train de le faire maintenant, d'exploiter les potentiels éoliennes actuellement en Haïti. Il y a un site, c'est le bar de la Morne à Cabri, bar Morne Cabri. On appelle cette zone Troucaïma. Troucaïma. On est en train d'étudier la possibilité de faisabilité de tel projet-là actuellement en Haïti. C'est d'environ 50 MW. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. De mon côté, sur le chat, j'ai encore pas mal de questions. Je vais combiner deux questions qui m'ont été posées sur le chat. D'abord, c'est concernant les compteurs prépayés et comment est-ce que la facturation se fait. Je ne sais pas si l'ingénieur Billy sera capable de répondre à ça. Mais concernant toujours les compteurs prépayés, mais aussi les réseaux intelligents, on voudrait savoir, avec la construction anarchique qu'il y a au niveau d'Haïti, est-ce que justement un réseau intelligent, est-ce que c'est possible de développer ou bien de déployer un réseau intelligent dans ces situations? Toute technologie est possible d'être déployée. Il suffit de faire la bonne approche. Et en Haïti, oui, c'est possible. Mais étant donné que, bon, vous savez, en Haïti, il faut d'abord habituer les gens à exploiter, à utiliser une technologie avant. Il faut faire la promotion de cette technologie et puis avant le déploiement. Et en Haïti, les gens ne s'adaptent pas trop vite, surtout avec les nouvelles technologies. Et les compteurs prépayés, bon, ça aide vraiment, oui, ça aide parce que c'est le prépaiement. Et la compagnie a déjà son argent et puis les gens consomment. Mais pour cela, l'énergie devrait être disponible 24 heures sur 24. Disponible pour lui. Donc, il suffit qu'il paye et puis il consomme pour son argent, pay as you go. Et il y a un projet actuellement là où l'on est en train d'installer chez des gens des compteurs prépayés. Je ne sais pas comment est le feedback, s'ils sont satisfaits ou pas. Ça devrait faire l'objet d'une petite enquête. Mais je ne sais pas comment ils sont, s'ils sont satisfaits. Mais pour les réseaux intelligents, comme je l'ai dit tantôt, on peut le déployer, surtout dans les zones marginales. Oui, on peut le faire, mais il faut quand même communiquer aux gens pour les aider à comprendre en fait, comment cela fonctionne. Pour le système électrique global et le système électrique Haïti, le réseau intelligent fera bien l'affaire. Sera bien l'affaire parce que ça régulerait automatiquement la production, la consommation et puis les variations de fréquence. Mais pour cela, il faut l'énergie nécessaire, c'est-à-dire la production nécessaire pour la demande qui est là. Parce qu'il faut satisfaire la demande d'abord. Mais si on a des productions, si la production est très en deçà de la demande, ce ne sera pas facile. Donc, cette réseau intelligente va seulement servir la production qui est là à une quantité de demande qui peut, comme on le fait là maintenant, manuel. Donc, le réseau intelligent va se limiter seulement à cela. Mais ce serait très favorable. Merci, ingénieur Billy. Je vais rapidement prendre une deuxième question au niveau du chat. On a l'ingénieur Nicolas Alien, un de nos panélistes, qui a une question pour l'ingénieur Billy. Bonjour Nicolas. Bonjour Billy, bonjour DJ. Bonjour. Merci DJ.
Alors, je remercie Didier pour l'introduction. Bon, c'est Nicolas Lien. Je suis un des co-organisateurs des AE. Et tu parles d'une question, c'est un commentaire. Donc, je remercie Billy pour ta brève présentation de tout à l'heure. Merci, Nicolas. Je vais commencer par peut-être apporter une réponse à la question des compteurs intelligents pour dire qu'il y a déjà en Haïti des réseaux, mais des mini-réseaux qui utilisent des compteurs intelligents. Donc, c'est une projet qui est déjà active en Haïti. Donc, ça montre que ça peut être en Haïti. Et je comprends que le DH aussi a des compteurs, bon, on va pas dire peut-être intelligents, mais avec un niveau d'intelligence Oui, voilà. déjà installé. C'est le pur prépaiement. Exactement. Donc, c'est quand même un niveau d'intelligence comparé au compteur et comme conventionnel. Donc, je pense que cela démontre que c'est possible d'avoir cette théorie en Haïti. Merci. Maintenant, je voulais faire un commentaire plus général. L'ingénieur Billy d'adaptation a mis le focus, bon, c'est ce qui était prévu aussi, sur l'infrastructure qu'il faut pour écouler la puissance variable. C'est-à-dire que si on veut injecter l'énergie variable en Haïti, il faut une infrastructure de réseau qui permette d'écouler la puissance. Donc, c'est un des paramètres essentiels si on veut intégrer les renouvelables. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement ce qu'il faut. Il faut aussi d'autres infrastructures pour mettre en place de tels projets. Bon, tout à l'heure, il a parlé du potentiel éolien qu'il y a à Tocaïma, comme exemple. Il y a le potentiel éolien au nord-ouest aussi. Maintenant, il faut pouvoir amener des projets de ces zones-là. Il faut pouvoir amener des équipements de ces zones-là. Il faut pouvoir amener des porteurs de projets, des infrastructures pour mettre en place ces équipements-là. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut, au-delà du réseau électrique capable de recevoir l'énergie, Tout à fait. il faut aussi des infrastructures routières pour pouvoir apporter les équipements sur le site, qui sont des fois des sites inaccessibles, de plusieurs pays, même en Haïti aussi. Et il faut aussi des infrastructures portuaires aussi, pour pouvoir apporter des équipements lourds en Haïti. Donc c'est un élément qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement le volet électrique, il faut voir le peu global de ce qu'il faut pour ces projets-là. Il faut aussi pouvoir avoir des investissements pour ces projets-là. Donc on doit avoir des porteurs de projets qui vont venir pour investir, pour mettre ces projets-là en place. Et il faut aussi un acheteur viable pour ces projets-là. Donc, il devrait être le DH pour acheter l'énergie qui va être produite et payer et les fournisseurs qui vont venir pour faire ces projets. Si c'est un modèle IPP, ça peut être d'autres modèles. Et il faut aussi un cadre légal qui facilite que ces contrats soient mis en place. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder si on veut effectivement avancer avec des projets de gestion plus importants de renouvelables. Comme Bill l'a dit, il y a des projets, on va dire, pilotes qui sont en cours, et il a parlé de Jacques Mel, c'est qu'il intervient directement, et aussi le projet à Caracol, qui intervient aussi. Donc, ce sont des projets qui vous permettent d'aborder ces questions-là et de comprendre ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Donc, alors, pourquoi je fais ces points? C'est pour vous inviter à ouvrir vos horizons. C'est pourquoi on fait ces VAE-là, c'est pour vous aider à voir grand et à comprendre c'est quoi les enjeux et c'est quoi les défis, qu'est-ce que vous voudrez adresser vous-même quand vous allez intervenir activement dans le secteur de l'énergie. Donc, je m'arrête là. Merci Didier, merci Billy. Merci Alien, merci Billy. On va essayer de prendre une autre question au niveau de la salle. Sinon, on a encore quelques questions au niveau du chat que je voudrais bien écouler. Donc, on essaie de le faire à tour de rôle pour que ne soit pas trop impatienté. Donc, au niveau de la salle, ingénieur Calixte, docteur Calixte, je ne sais pas si on a de nouvelles questions, non? Et merci Didier, merci Figaro. On a une question dans la salle. Donc, je demande. Bonjour. Je remercie le présentateur pour sa présentation. Je suis Jean-Mélis Merzier, ingénieur électromécanique. On sait que l'énergie constitue un clé incontournable pour le développement. À part l'aspect financier, quelles sont selon vous les principales contraintes à l'exploitation du potentiel des énergies renouvelables en Haïti? Par exemple, du solaire dont vous avez présenté tout à l'heure. À part l'investissement? Oui, à part l'aspect financier. Quelles sont selon vous les principales contraintes? À part l'aspect financier, les principales contraintes, bon, pour le moment, il y a des contraintes, peut-être des contraintes techniques, mais je ne crois pas vraiment, à part l'aspect financier. Parce que l'aspect financier, ça couvre vraiment tout.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas de problème de volonté aussi? Parce que l'aspect technique, on peut s'en sortir. Oui, le problème de volonté, tout, on peut s'en sortir aussi. On peut s'en sortir. Parce que s'il y a l'investissement, il y a un investissement. Ouais, vous avez écarté l'aspect investissement. S'il y a l'investissement et qu'on veut, on veut faire, on pourra faire. Donc, comme vous avez écarté l'aspect investissement, donc, l'aspect technique, on peut couvrir ça, vraiment, comme tu l'as dit. Mais l'aspect investissement, je pense que c'est très, très important. Comme vous l'avez écarté, mais je pense que c'est très important. C'est le plus beau des voilà, c'est le plus beau. La volonté vient après. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci d'autres questions. Et je me permets, comme membre du panel aussi, pour faire quelques remarques ou commentaires par rapport à la question que l'étudiant avait posée sur l'éolien. Bon, et si vous allez peut-être sur le site de l'ANAC, vous allez voir qu'il y a quelques rapports qui sont disponibles. Effectivement, le pays détient d'un potentiel éolien, mais le potentiel le plus important qu'on a, c'est un potentiel qui est effectivement sur mer. Donc, quoi qu'on dise, on a un potentiel modéré sur terre, mais un potentiel important sur mer. Donc, il faut comprendre aussi les défis d'exploitation. Donc, exploiter un potentiel sur mer qui est important. Donc, il y a une étude de ESMAP qui a estimé ce potentiel autour de 4000 MW, 4 gigawatts, pendant que notre demande aussi autour de 800 MW, c'est-à-dire plus bas que 1 gigawatt. Mais ce qu'il faut comprendre, quand vous avez un potentiel, l'idée c'est de voir comment transformer ce potentiel en projet. Et là, vous avez vraiment tous les instruments qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois souvent certaines interventions sur les réseaux sociaux qui disent que le pays a un potentiel extraordinaire en éolien et pourquoi on ne l'utilise pas. Donc, il faut bien comprendre, quand vous avez un déploiement d'énergie et de potentiel, donc il y a vraiment des travaux extrêmement importants à faire pour pouvoir exploiter ce potentiel-là. Juste un exemple. Et vous avez un potentiel extraordinaire du côté de Mont-Saint-Nicolas. Si vous voulez l'exploiter, on a vu sur mer, on peut construire des centrales qui vont au-delà d'une centaine de mégawatts. Je parle pour le nord-est, pour Mont-Saint-Nicolas. Pendant que la demande à Mont-Saint-Nicolas, la région Mont-Saint-Nicolas, a une demande de 1 mégawatt. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'excédent qui va être à Mont-Saint-Nicolas? Donc vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de réseau. C'est la réalité d'Haïti. Donc ce qu'il faut comprendre, ce que je voulais dire, il ne faut pas regarder uniquement le potentiel. Le potentiel pourra être transformé en production d'énergie électrique, mais vous qui êtes étudiant finissant en électricité, vous savez qu'un réseau a 3 composantes. Donc il faut réfléchir sur la production, il faut réfléchir sur le transport, il faut réfléchir sur la distribution. Maintenant, supposons qu'on veuille exploiter ce potentiel, il faut aussi regarder le coût de production. Est-ce que les technologies qui existent maintenant permettent qu'on exploite cette énergie éolienne tout de suite? Donc il y a beaucoup d'études à faire pour passer de potentiel à des projets. Donc je voulais juste faire cette remarque pour vous qui êtes étudiants, parce qu'on va vous dire tout le temps et qu'on a des potentiels énormes, et je ne rentre même pas dans des défis d'intégration. C'est ce qu'on va voir au cours de cette session. Quand vous avez une source d'énergie intermittente, comment l'intégrer dans votre mix énergétique pour que le système ne coule pas, pour que le système en fait subsiste, pour que le réseau soit toujours stable. Ce sont des défis, ce sont des problèmes techniques qu'on peut résoudre, mais ces problèmes techniques demandent qu'on ait un réseau robuste. Et vous savez qu'en Haïti, on n'a que 54 km de ligne haute tension en 115. Donc c'est la réalité d'Haïti. Donc si vous voulez maintenant exploiter toutes les sources d'énergie renouvelables qui existent dans le pays, il va falloir qu'on commence à construire un backbone, un réseau de transport, un réseau qui permettra automatiquement de faire écouler cette énergie. Donc il faut vraiment comprendre que les défis qu'on a. Aussi les éoliens, moi je dis toujours à mes étudiants, il faut commencer par abaisser et les routes. Donc faire arriver des éoliens sur site en Haïti,
c'est un défi important. Vous me direz, ah bon, vous allez vous arranger pour faire passer de l'éolien et d'abord avec transport aérien. Oui, on peut faire ça. Mais quel est le coût du transport? Est-ce que le coût du transport va vous donner un coût de production acceptable? Donc, il faut vraiment faire des études pour regarder ce qu'on a en termes de potentiel énergétique et maintenant regarder le coût de production et commencer par intégrer les technologies qui donneraient un coût de production extrêmement faible. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir en Haïti, on décide de faire beaucoup de projets solaires. Parce que maintenant, l'intégration solaire sur réseau permet d'avoir un coût. Le coût de production est accessible. On peut commencer à pouvoir le faire. Donc, je voulais, juste pour qu'il y ait des étudiants dans la salle, de pouvoir clarifier et cette question pour qu'on comprenne que c'est pas parce que le vent existe qu'il est exploitable. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas l'exploiter. Je suis en train de dire que ça passe par un programme d'intégration impliquant les trois composantes. Production, transport et distribution. Vous intégrez l'énergie éolienne, ça a un coût. Maintenant, il faut récupérer le coût. Donc, il faut aussi organiser la facturation et la commercialisation. Voilà ce commentaire que je voulais faire. Et Didier, je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. Oui, on a encore quelques questions au niveau du chat qui tournent beaucoup autour de l'EDH et de son fonctionnement. Donc, bon, on va voir. D'abord, la première question, on va essayer de combiner plusieurs questions pour écouler le plus de questions possible. Donc, ingénieur Billy, est-ce qu'on est au courant justement des standards qui sont utilisés pour l'intégration des DER sur le réseau de l'EDH? Ça, c'est la première question. Et ensuite, on voudrait savoir, est-ce qu'il est actuellement possible d'avoir une centrale solaire en Haïti? Actuellement. Et le dernier point, c'est concernant la centrale hydro de Péligre. Ce serait savoir comment améliorer et peut-être que tu pourras aussi donner une précision sur la façon dont l'énergie est produite au niveau pour qu'on puisse savoir justement les 115 kV qui est de Péligre, est-ce qu'ils sont directement des turbines ou autrement? Merci. Je ne sais pas, en fait, les paroles s'entrecoupent. Tu peux reprendre la première question? Désolé, je vais répondre pour toi. Donc, d'abord, on voudrait avoir une idée sur les standards utilisés pour l'intégration des DER au niveau du réseau de l'EDH. On voudrait savoir, est-ce que c'est l'IEE 1547? Ça, c'est une question. Attends, on va rester là un moment. D'accord, il y a beaucoup de normes et de standards. Tous ces standards, c'est des standards généraux qu'on utilise pour l'installation électrique même et pour l'installation des systèmes photovoltaïques. Mais en Haïti, je ne sais pas, non, à ma connaissance, si on a un collège d'ingénieurs qui valide des installations électriques en Haïti, je ne sais pas. Mais les normes internationales, on les utilise. Mais en parlant de standards, les normes sont dynamiques. Même dans les pays industrialisés où l'on implante ces systèmes solaires, c'est en implémentant même le projet qu'on trouve des réponses à certains défis. Voilà. Et ça devient une norme, par exemple. Donc, il n'y a pas une norme globale, générale pour l'installation solaire en Haïti. Mais il y a des normes pour l'installation de certaines composantes qui va former le système. Et à partir des réponses qu'on a et beaucoup de son exploitation, et puis ça devient des règles. Et puis, il y a le régulateur qui est là pour mettre les balises. Excuse-moi, comme il m'a interpellé, je me suis. Donc, je pense que cette question, il faut l'aborder et sous un beaucoup plus dans le futur, parce que maintenant, il faut être conscient qu'on n'a pas des sources d'énergie renouvelables intermittentes qui sont intégrées sur le réseau de l'EDH. Et la capacité du réseau de l'EDH maintenant
ne permet pas qu'on intègre du renouvelable intermittent. J'ai fait la différence pour ne pas confondre la centrale de Pélig, qui maintenant, quand les deux turbines fonctionnent, donne tout le temps à peu près 36, bon, maintenant c'est une trentaine de mégawatts. Donc, pour moi, bien que l'hydro soit une sous-énergie renouvelable, donc je ne l'ai pas mise dans le paquet d'énergie renouvelable intermittente, puisqu'on peut disposer de 36 mégawatts en tout temps. Donc maintenant, pour les autres sources d'énergie renouvelable, le solaire, d'ailleurs, il n'y a pas de centrale éolienne en Haïti. Pour le solaire, l'EDH, pour le moment, il faut qu'on soit sérieux pour dire la vérité aux gens. Le réseau de l'EDH ne permet pas qu'on intègre de l'énergie intermittente, le solaire. À l'état actuel. Maintenant, évidemment, et vous savez comme vous qui êtes étudiant, pour que je puisse intégrer le solaire intermittent sans stockage, il faut qu'il y ait tension. Et tout le temps, le réseau de l'EDH est hors tension. Donc, comment vous allez synchroniser, vous allez injecter de la puissance sur un réseau qui est tout le temps pendant la journée, qui peut tomber plusieurs fois ou bien qui n'a pas de tension. Peut-être quand vous avez la production solaire dans votre zone, l'EDH n'a pas de tension. Donc, c'est un problème. Donc, il faut que vous ayez, il faut qu'on arrive à satisfaire d'abord des prérequis. Donc, le réseau national, le réseau de l'EDH n'a pas encore satisfait à ces préalables pour qu'on puisse penser à y mettre de l'énergie intermittente. Tension et fréquence stable. Absolument. Il faut que ça soit stable. Maintenant, c'est ce qu'on fait. C'est pourquoi on fait cette formation-là. Maintenant, on veut vous sensibiliser à cette problématique. On veut prendre les devants, commencer à réfléchir en tant que pays, pour dire de toute façon, on a un potentiel éolien, on a un potentiel solaire, on a un potentiel d'énergie renouvelable intermittente, et bien il va falloir à un moment donné l'intégrer. Et c'est ce que nous faisons là. Nous sommes en train de vous former pour voir quels sont les enjeux qu'il y a par rapport à l'intégration des énergies renouvelables. Évidemment, quand on va aborder sereinement cette question, on ne va pas réinventer là-haut. On va regarder les standards qui existent au niveau international et les intégrer. C'est ce qu'on fait là. À chaque fois qu'on fait une installation en Haïti, on n'a pas des standards nationaux qui sont développés, mais on utilise que ce soit les standards européens ou bien les standards nord-américains pour faire les installations. C'est la raison pour laquelle les installations marchent. Donc je voulais juste mentionner que nous ne sommes pas encore à ce niveau où le réseau de l'EDH peut recevoir du renouvelable. Évidemment, j'ai fait une analyse géospatiale sur Pétionville. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'installations solaires sur les toits que ce soit des centres commerciaux, que ce soit des entreprises à Pétionville. Donc, je prends Pétionville comme échantillon parce que vraiment, les installations sont nombreuses. Donc, il va falloir quand même que le pays commence à réfléchir comment utiliser cet excédent solaire. Voilà. Mais je voudrais préciser que nous ne sommes pas encore là. Il faut sortir du schéma conventionnel, excuse-moi, Didier. Il faut sortir du schéma conventionnel et production, transport, distribution, et puis ça reste dans la distribution. Il faut que ça retourne à la production. Disons, pour que le surplus est injecté sur le réseau, voilà. C'est pas si vous, parce que Billy a fait sa présentation magistrale, on s'attendait à 2 petites présentations avec des questions, mais Billy a fait toute sa présentation, donc ce qui fait, ce que nous laisse du temps pour prendre des questions. Et Didier, j'ai une question dans la salle, donc souffrez que je prenne la question et dans la salle et vous pourrez. Pas de problème, vas-y, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque. Premièrement, je tiens à remercier aussi l'ingénieur qui a fait l'intervention magistrale. Le problème que je rencontre, c'est à partir de ce que vous avez dit dernièrement dans votre intervention. Après, je reviendrai sur l'ingénieur. Donc, c'est concernant le mix énergétique au niveau d'Haïti. Donc, le problème qui se passe, c'est que près de 56% de la population haïtienne opte pour l'intégration, ce n'est pas forcément l'intégration, donc opte pour une consommation de l'énergie solaire. Donc, c'est pour cela que vous pouvez voir ce constat. Il y a beaucoup d'installations de panneaux solaires dans certains hôpitaux. Excuse-moi, oui. Ça, c'est dû à la non-disponibilité voilà, de l'EDH. C'est pour ça, oui. Voilà, mais ça va être aussi un point de mon intervention sur ce que je vais vous dire. Donc, en ce qui a trait avec l'intervention en Haïti, donc on peut voir, d'après les sondages qui ont été publiés par l'USAID, il y a près de 56% de la population qui opte pour une énergie renouvelable à travers l'énergie solaire.
Donc, ce qu'on peut dire, les marges de manœuvre de l'EDH vont tendance à baisser. Parce que ce qui se passe, la plupart des gens vont opter pour l'installation d'énergie renouvelable. Donc, l'EDH ne va pas avoir une marge de manœuvre sur l'ensemble de la population à travers les réseaux de distribution. Donc, deuxièmement, pour ce qui concerne le prépayé, on peut dire que la majorité de la population a un salaire inférieur à 25 000 gouttes par mois. Donc, je ne sais pas comment vous allez faxer, ou bien encore quel sera le prix que l'EDH va fixer sur le kilowattheure. Donc ça, je vous laisse intervenir. Et aussi, l'autre intervention, on peut voir à travers la COP25, donc il y a certaines décisions que les leaders, les penseurs de ce monde prennent à travers leur pays. On peut voir dans le cas de la France. La France, à travers le président Macron, il y a de cela près de 3 ans, on a fermé une centrale à charbon. Donc c'est pour cela qu'ils ont tendance à s'orienter vers l'énergie renouvelable parce qu'on doit garder la température entre 1,5 degré d'ici 2040. Donc, de quoi dispose l'EDH? Est-ce que l'EDH dispose d'une centre de recherche qui va permettre de, qui va permettre de faire la transition énergétique en Haïti? Parce que nous parlons certes des potentiels marémotrices ou encore éoliens ou encore d'autres possibilités du renouvelable. Mais est-ce que l'EDH dispose en interne d'elle-même pour qu'il puisse pallier à nos différentes ressources et encore faire le couplage comme vous l'avez mentionné? Bon, je vous laisse intervenir. Je pense que s'il y a d'autres interventions, je vais essayer de voir comment je peux ajouter ça. Je vais partir de la dernière question. Attends, Jean-Calix. La dernière question, en fait, c'est pas seulement l'EDH. Le pays même n'a pas vraiment un centre de recherche. C'est pas l'EDH. L'EDH devrait avoir en tant qu'entreprise une entité recherche et développement pour promouvoir d'autres technologies et améliorer la qualité de ses services, les services qu'il offre aux clients. Et l'entreprise devrait toujours penser à l'améliorer. Comment améliorer ce service? Qu'est-ce que je dois faire pour que le client soit beaucoup plus satisfait? Il devrait avoir une entité recherche et développement pour ça. Et si le mix énergétique vient, donc il va entrer dans ça aussi, mais doit pouvoir investir, faire des projets pilotes pour faire des études plus approfondies, pour avoir des réponses, pour dire, voilà comment je vais m'engager dans cette partie-là, et communiquer à ses abonnés, à ses clients, pour leur dire, voilà, dans 2 ans ou bien dans 3 ans, on va avoir de nouvelles technologies sur le réseau, voilà comment vous allez vous adapter, blablabla, tout ça. Maintenant, je remonte à ta première question. Et les gens ont l'énergie solaire chez eux. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect la non-disponibilité de l'EDH qui force les gens à le faire parce que c'est coûteux. C'est très coûteux pour l'avoir. Au départ, avant les énergies renouvelables, il y avait des petites génératrices. Maintenant, ils vont vers le solaire. Bon, ça, c'est un aspect. Il y a aussi un autre aspect qui est la promotion même de l'énergie renouvelable. Ça devient la norme maintenant. Le monde est en train de faire la transition. Une transition, ça prend du temps, mais ça va venir. Donc, si c'était dans l'aspect transition énergie renouvelable, les Haïtiens ne le feront même pas. Peut-être quelques-uns pourraient le faire parce que si l'énergie de l'EDH était disponible en bonne qualité et à bonne tension, non. Parce que ça coûte beaucoup d'avoir l'énergie solaire chez eux. Ils ne le font pas. C'est pour ça que je dis 2 aspects. Il y a l'aspect de la non-disponibilité de l'EDH qui force les gens à le faire. Et dans la logique de la promotion de l'énergie renouvelable, ça devrait être une politique publique qui peut, par exemple, qui peut même engager le gouvernement à dire voilà où on va. Donc, on encourage, il devrait y avoir un mécanisme d'encouragement à des tarifs préférentiels ou des droits de douane, je ne sais pas, pour aider les gens à avoir cette technologie. Mais pas parce que l'EDH ne leur donne pas l'attention, non? Mais juste dans cette promotion-là. Oui. Mais ce que je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est qu'en Haïti, ok, je suis Géry François, étudiant finissant à l'université GOC. Donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est ce qu'en Haïti, on a toujours tendance à résoudre les problèmes publics par des solutions privées. Donc, c'est pour cela qu'on a toujours tendance à mettre des installations solaires sur les différentes toitures. Donc, ça, et par la suite, je vais essayer de faire une petite comparaison pour vous entre Haïti et la France. Attends. Quand tu parles de résoudre les problèmes,
Moi, je pense que c'est une question de combler de vide. Il y a un vide laissé par le DH, il comble le vide. C'est pas comme s'il y a un problème qui a... C'est la nature. Oui, ok. Il n'y a pas de tension chez lui, il crée la tension. On peut parler ça au privé. Donc, l'autre intervention, c'est à titre comparatif. Donc, il y a un pic de consommation chez les gens à travers les journées. Donc, on va prendre par exemple les personnes qui travaillent. Donc, arriver à 4 heures chez eux, donc ils vont tendance à allumer leur télévision et faire un pic de consommation. C'est là que la consommation va augmenter durant la journée. Donc, en France, on réfléchit là-dessus à travers les voitures qui optent pour des batteries. Donc, ils vont tendance à traverser la consommation de la maison sur la voiture pendant qu'ils sont à la maison. Et après, vers les 4 heures du matin, lorsque la consommation sera au plus bas, c'est au moment que la voiture va se recharger en elle-même. Et puis après, la personne va pouvoir faire ses activités au cours de la journée. Donc, la raison pour laquelle j'ai attiré votre attention là-dessus, c'est parce que, comme je viens de vous dire, à travers les autres pays, ils réfléchissent sur ce qu'ils vont faire pour 2040, 2045, parce qu'en Haïti, il y a un petit problème. Nous sommes la République des petits projets. Donc, on a toujours tendance à agir, à penser là-dessus. Mais, premièrement, je tiens aussi à vous féliciter parce que vous prenez... Quoi? Ça, c'est un autre débat. En effet, mais je vais conclure là-dessus. Donc, vous parlez franchement, vous deux parlez franchement sur ce qu'il faut faire en Haïti et vous mettez la barre très haute en invitant des étudiants en électromécanique et en électrique de l'université Kiskeya ou encore d'autres universités du pays pour réfléchir sur ce problème. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier et j'espère que vous allez intervenir sur l'intervention qui a trait avec la consommation d'énergie en Haïti et la production. Parce que la République dominicaine est toujours demandeur d'énergie. Donc, si on produit, on peut toujours vendre l'énergie, comme le Sénégal fait avec ses voisins. Donc, je ne pense pas que l'exploitation de l'énergie en Haïti, même si on ne peut pas le stocker, on peut le revendre. Donc, je ne sais bien qu'il faut toujours faire des recherches. Donc, telle a été mon intervention sur ce sujet. Merci beaucoup. Très belle intervention qui suscite beaucoup de nouvelles questions, de nouveaux débats. Voilà. Je vais essayer de prendre les dernières questions sur le chat. Le docteur Calix va faire une intervention. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on est là jusqu'à 10h30 sur le programme. Non, comme l'étudiant m'a interpellé directement, et ce que je veux que les étudiants comprennent, et on l'a vu un peu partout dans le monde. Maintenant, le solaire sans stockage est un très bon marché. Donc, disons-le simplement comme ça. Oui. Donc, le coût le plus important, c'est le stockage maintenant. Et ce que j'ai constaté pendant les 2 dernières années, le coût du stockage a baissé. Donc, le fait de voir qu'il y a beaucoup de clients commerciaux, clients industriels ou bien clients résidentiels qui vont vers le solaire n'est pas une mauvaise chose. Donc, tu dois avoir en tête, c'est parce que le DH ne réagit pas. Que le DH réagisse ou pas, les gens vont installer des systèmes solaires. Pourquoi? Parce que installer un système solaire sans stockage, je parle pour 2 pays, je vais revenir sur Haïti, coûte moins cher. Donc, si vous allez à Boston, vous allez voir, il y a même des compagnies qui donnent ça, qui ont ce plan-là. Ils vous encouragent à mettre du solaire pour passer la puissance de pic pendant la journée. Maintenant, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que le client qui installe le solaire puisse échanger avec le réseau électrique national, il va falloir que ce réseau existe. La réalité d'Haïti maintenant, ce que ce réseau qui permettra de faire cet échange-là n'existe pas. Donc ça doit être clair pour vous. Maintenant, ceci étant dit, le réseau n'existe pas et on a constaté pendant les derniers moments, et moi je suis extrêmement préoccupé comme étant régulateur, de voir que le DH a augmenté en fait son tarif. Le fait d'augmenter le tarif, cela veut dire quoi? Les DH arrivent maintenant dans un créneau tarifaire où il est plus bon marché d'installer le solaire. C'est-à-dire que c'est comme si la compagnie vous incite à sortir sur le réseau de l'EDH. Bon, maintenant, si quelqu'un arrive à augmenter le coût du kilowattheure, et maintenant le coût du kilowattheure est en compétition avec la production diesel, même la production diesel, les gens vont laisser
Les gens ne vont pas se brancher sur le réseau national, sur le réseau EDH. Les gens vont aller vers le solaire ou bien même vers les génératrices. Donc, il est extrêmement important que le pays commence à faire des réflexions stratégiques au niveau d'un système de tarification pour arriver à avoir un système de tarification qui fait du sens. Si vous augmentez de façon exagérée ou bien vous augmentez de façon considérable votre tarif, vous arrivez dans un créneau où vous n'êtes plus compétitif et puis moi, qui suis entrepreneur, je vais installer mon système solaire. Donc vous allez voir ça, c'est pas Haïti. Et ce qu'il faut comprendre, l'intégration du solaire sur le réseau ne peut pas dire petit projet. Parce que vous avez un potentiel qui existe, c'est un potentiel solaire qui existe, c'est le potentiel du pays. Il faut l'exploiter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous n'avez pas, vous allez voir ça dans la présentation, vous n'avez pas un réseau qu'il faut pour permettre une exploitation rationnelle. Mais maintenant, le stockage plus le solaire arrive à un coût où c'est moins cher que la génératrice. C'est pour la raison pour laquelle les gens se débranchent, les gens n'utilisent plus la génératrice, les gens vont immigrer sur le solaire. Tout le problème que vous avez en tant qu'étudiant, il faut que vous le sachiez, c'est un problème de financement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'investissement initial qu'il faut pour installer votre système, mais quand vous regardez le prix du kilowattheure sur 10 ans, eh bien, le solaire devient une option réaliste. Maintenant, pour les comptes prépayés, étudiants, je vous invite à visiter Haïti. Moi, Saint-Nicolas, Jean Rabel, Bombardopolis, vous avez le système à prépaiement. Vous allez à Timouron, vous allez à Les Anglais, vous avez un système à prépaiement. Vous allez à Koto, Ouachabato, Port-Rapiment, vous avez un système à prépaiement. Donc le système à prépaiement marche. Il ne faut pas lier le système à prépaiement par rapport aux revenus. Donc c'est un système qui permet de collecter des revenus. Pourquoi collecter des revenus? Pour s'assurer que le système marche. Cette histoire de bail courant, on donne le courant, ça n'existe pas. Le courant, c'est un produit. Donc le consommateur doit payer pour le produit. Donc je voulais juste faire ce point-là pour ne pas avoir en tête que Haïti n'a jamais fait des démarches ou bien Haïti. Non, Haïti a déjà adopté cette technologie et dans toutes les concessions que nous faisons au niveau de la NAC maintenant, des contrats de concession pour passer certaines villes aux opérateurs privés, nous exigeons que la facturation soit une facturation prépayée pour les clients résidentiels. Donc on fait des efforts pour arriver vers ça. Même les DH avaient un programme de compteur prépayé à Pétionville, à Delma, où on avait un projet pilote d'installer 70 000 compteurs. Donc le prépaiement, ça existe bel et bien en Haïti et ça marche. DJ, désolé, comme vous savez qu'on a du temps, je voulais profiter pour répondre à des questions et des étudiants qui m'ont interpellé directement en ma qualité de directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Je vous retourne et le micro est en ligne, DJ. D'accord, merci beaucoup. Merci, docteur. Nous avons Nicolas Alien qui veut faire une intervention sur ce qu'on vient de dire là aussi. Donc, Nicolas, on te passe la parole. Ensuite, on continuera avec les questions du chat. Docteur Kalik a en partie touché ce que je voulais dire par rapport au paiement. Donc, pour dire à l'étudiant qu'il y a déjà des applications de ces compteurs en Haïti et qui marchent. Maintenant, il y a aussi une Davos qui a fait une remarque aussi que je vais toucher, dans le chat que je vais toucher aussi. Maintenant, pour répondre à l'étudiant qui a posé vraiment une très bonne question, je voudrais lui dire qu'il a posé une bonne question. Maintenant, ce qu'on veut qu'il fasse maintenant, c'est un pas en plus pour continuer à donner des réponses à ces questions-là. Donc, comme Dr. Calix, il faut qu'il aille voir ce qui se fait en Haïti déjà, et voir comment ça marche. Et par rapport à ça, en tant qu'étudiant aussi avec ses collègues, travailler pour pouvoir apporter des solutions aussi. Voilà, Nicolas, il faut savoir comment ça marche. Par rapport au thème, la question principale, c'est la capacité à payer des gens. Maintenant, si on prend un exemple classique de paiement qui est en Haïti, qui est effectif, c'est la téléphonie mobile. Donc, on avait, je ne sais pas si tu es trop jeune pour la téléco, on avait la téléco où c'était le poste payé. Bon, il y a eu des problèmes, etc. Et on a évolué. On est passé à l'introduction de plusieurs compagnies de téléphonie mobile et comme celle, voilà, Itel, tout fait la publicité, Digicel.com, et où les gens paient la téléphonie mobile. Et ils le paient en avance. Donc, ils font généralement du prépaiement pour la plupart des clients. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les gens gèrent à la fois leur consommation de téléphonie et leur budget de prépaiement. Donc, si l'électricité passe globalement au paiement, c'est le client aura une capacité à payer qui va devoir gérer pour consommer l'électricité à partir des moyens qu'il a. Et ça se fait comme l'a dit Dr. Calix dans plusieurs parties du pays, et ça se fait ailleurs aussi, en dehors d'Haïti. Donc, c'est très possible en Haïti, il n'y a pas de barrière,
mais ça va permettre peut-être aux gens maintenant d'apprendre à mieux gérer leur consommation. Maintenant, je vais faire un commentaire que je voulais peut-être cadrer un peu pour ne pas sortir avec une mauvaise compréhension. Il a dit que on laisse les problèmes publics au privé, quelque chose dans le résumé. Je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire que, d'abord, à mon avis, que de manière individuelle, on a des problèmes publics, où il y a pas de secteur public, et individuellement, on n'a pas de secteur privé. Et c'est ce qui se fait en Haïti dans beaucoup de cas, vraiment. Et c'est une approche qui n'est pas des meilleures. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir l'implication du privé dans des questions publiques, comme l'électricité. On peut avoir des acteurs privés qui interviennent et qui contribuent à apporter des solutions globales, on va dire, aux questions publiques, comme l'électricité, comme l'eau. Et on a déjà en Haïti, on a des IPP, par exemple, qui interviennent. Et on peut avoir d'autres acteurs qui le font sur le fond. Bon, on a aussi les acteurs de mini-réseau aussi qui le font. Donc, c'est-à-dire que le privé peut intervenir de manière appropriée pour adresser des questions publiques. Et on doit le faire en Haïti. Si vous voulez la question d'électricité, il faut le faire. Il faut impliquer le privé de manière appropriée si on veut vraiment résoudre des questions d'accès à la question en Haïti. Merci. D'accord, merci. Ingénieur Billy Jean-Philippe, on a encore quelques questions au niveau du chat. Bon. Certaines seront rapidement répondues, d'autres un peu plus complexes. Donc, on voudrait savoir, est-ce qu'il est actuellement possible d'avoir une centrale solaire en Haïti? Et autre question, quelle amélioration est-ce qu'on peut avoir au niveau de la centrale hydroélectrique de Pélig pour qu'elle puisse fournir mieux, à satisfaire mieux la population d'Haïti? Et je vais commencer par la deuxième question, désolé. Et la centrale Pélig fournit 54 MW. Donc, ça fournira toujours 54 MW. Donc, on peut, ça a déjà été réhabilité. Je crois que la centrale Pélig génère une tension stable. Sauf qu'il y a un groupe qui est encore en panne, qui fait que cette centrale ne fournisse pas toute sa puissance. Mais la centrale marche pour le moment, la centrale marche très bien. C'est à défaut du groupe numéro 1. Donc, ça veut dire que, au contraire, cette centrale-là stabilise le réseau. Et c'est la centrale Pélig qui stabilise le réseau actuellement. Donc, est-ce que tu peux donner un peu plus de précision aussi sur le mode de fonctionnement de la centrale de Pélig? Parce que l'une des questions que je devais te poser aussi, c'est comment est-ce que la ligne de 115 kV qui est en départ de Pélig arrive à Port-au-Prince? La centrale de Pélig est interfacée par un poste élévateur et 13.8 115 kV. Et ça fait environ une cinquantaine de kilomètres pour arriver à Port-au-Prince. Ça passe dans le plateau central et en plaine et pour arriver à la sous-station Nouveau-Delma. Il y a une partie actuellement qui est en souterrain à partir de l'île Avoie. Je crois que c'est environ 9,5 km. D'accord. Et est-ce que tu as une idée de la durée de vie restante de la centrale de Pélig? Est-ce qu'on en a pour 10 ans, 50 ans? La centrale de Pélig a été inaugurée, je crois, en 1971. Donc ça fait beaucoup de temps. Et a été réhabilitée récemment, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Mais il y a beaucoup de temps qui reste. Je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup de temps qui reste. D'accord. Nouvelle question. Au niveau du... Non, il y avait une première question, oui, et j'ai répondu la deuxième. Concernant l'utilisation des énergies renouvelables, on voudrait savoir, est-ce qu'elle nous met à un risque zéro sur les questions de réchauffement climatique? Si oui, comment pouvons-nous passer de l'énergie traditionnelle, qui génère beaucoup d'argent, au secteur qui le gère et qui est très puissant politiquement dans le pays, quand on considère que les situations pareilles qui exigent une rupture, ça fait beaucoup de problèmes. Ça, c'est un autre débat. Mais tout est une question de technologie parce que le consommateur, il veut de l'énergie, lui. De l'énergie, une tension stable et une énergie de qualité. Bon, peu importe la technologie, le consommateur, lui, ne veut pas savoir. Mais le challenge entre technologie et avec secteur privé, tout ça, bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. D'accord.
encore concernant le DH. Donc, on voudrait savoir, est-ce que c'est possible d'avoir un réseau unique en Haïti? Un réseau qui pourrait, qui serait adapté aux sources actuelles et qui aussi pourrait prendre les sources d'énergie renouvelables. Et en ce sens, est-ce que le DH a déjà un plan de transmission et est-ce qu'il a toutes les données nécessaires pour savoir comment, quelle relation il y a entre les lignes de transmission et la quantité de mégawatts que pourrait transposer ce réseau-là? Oui, le DH a toutes les informations. Au contraire, il y a un projet qui est en cours. Bon, c'est la situation sécuritaire du pays qui a mis à l'arrêt ce projet. Il y a un projet qui est en cours pour créer, en fait, pour élargir l'embryon de réseau qui a la plus grande tension qu'on exploite là, c'est 115 kV. Donc, il y a un projet pour étendre les 115 kV jusqu'au Cap Haïtien. Et en fait, le projet actuel n'arrive pas jusque-là, non, mais ça arrive jusqu'à Caen, je crois. Et puis, il y a ce que je voulais le plus dans ce projet, c'est le bouclage. Parce que les réseaux en Haïti, généralement, sont radiales, mais si on fait le boucle, ça va beaucoup aider. Donc, il y a un projet actuellement qui est en cours, mais qui est à l'arrêt, pour étendre le réseau de 115 kV dans les autres zones du pays. Donc, si on comprend bien, donc, et les DH a toutes les données et demandes, et il sait combien il a besoin pour satisfaire cette demande. Donc, il y a des projets qui sont en cours à cet effet. Donc, si je comprends bien, donc on n'est pas encore au réseau intelligent, on n'est pas encore au réseau unitaire, mais on a des projets qui vont oui, il y a des projets qui sont en cours. Oui, mais il y a une question pour savoir justement, tu as parlé de ce réseau qui est à 115 kV, le projet est à 115 kV. On se demande pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers un voltage qui est plus élevé, comme du 230? Pourquoi est-ce qu'on reste quand même au 115? Parce que bon, le 115, même si pour nous, en Haïti, c'est de la haute tension, mais c'est une moyenne tension, quoi. Non, c'est pas une moyenne tension, non. C'est une haute tension. Le 115 kV, c'est pas une très haute tension c'est pas une très haute tension qui diminue les pertes sur les lignes de transport. Bon, pour les distances qu'on parcourt là maintenant, bon, je ne sais pas, non, mais le 115 pourrait tenir et pour le moment, pour la partie Port-au-Prince. Mais ça devrait aider quand même si on pourrait augmenter la tension et pour arriver beaucoup plus loin. Vous savez que les villes, la distance qui sépare nos centres urbains, nos grandes villes, elle n'est pas extrêmement importante. Donc, quand on regarde, 115 peut faire jusqu'à 200 km. Donc, je pense que, effectivement, avec ce niveau de tension, pour avoir la première couche, on pourra toujours faire la première couche avec 115. Maintenant, quitte à ce que, si on veut mettre une deuxième couche un peu plus tard, on pourrait faire une autre interconnexion avec un niveau de tension plus élevé, une fois que la demande sera aussi au rendez-vous. Je voulais dire aux étudiants, sincèrement, ça c'est mon opinion personnelle, ça n'engage pas la NANCE, ça c'est Evenson qui parle. Il faut vraiment oublier Pélig. Parce qu'à chaque fois qu'on parle en Haïti, on parle d'une centrale avec 3 turbines de 18 MW, et bien les gens pensent que c'est vraiment la plus grande centrale d'Haïti. On ne peut pas faire mieux. D'ailleurs, vous voyez ce qui arrive, à chaque fois qu'il y a une non-disponibilité de l'énergie dans le plateau central, dans le département du centre, les gens disent qu'ils ont Pélig. Pour eux, Pélig devrait pouvoir être disponible pour alimenter tout le pays. Il faut dire la vérité. Pélig produit pour le moment une trentaine de mégawatts. La demande sur Port-au-Prince est plus que 400 mégawatts. Donc, quand on met la production, la demande qui est faite en autoproduction, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ce matin, j'ai dû faire démarrer ma génératrice de 320 kW. Et c'est le cas pour plusieurs installations solaires ou plusieurs installations qui fonctionnent sur le diesel. Donc, vous avez une demande en autoproduction
qui n'est jamais satisfaite par le DH. Donc quand vous prenez cette demande et la demande, vous êtes à 400. Pélix, ça fait 30 mégawatts. C'est tout. Si maintenant, parce que je vous parle maintenant, évidemment, il y a une troisième turbine, si elle est réparée, on peut remonter à 54. 54 mégawatts pour une demande nationale qui fait 800 mégawatts. Il faut vraiment cesser le débat. Parce que les gens pensent qu'on pourra tout faire avec Pélix, on pourra augmenter la centrale, on pourra mettre beaucoup de moteurs. Non. Pélix, c'est un monument, c'est une centrale maintenant qui est en marge. Effectivement, il faut l'exploiter. Maintenant, il faut aller au-delà de Pélix avec des installations différentes qui intègrent plusieurs mix énergétiques. On peut avoir des centrales solaires, on peut avoir des centrales thermiques fonctionnant au gaz naturel, on peut avoir de l'éolien quand c'est possible, on peut avoir de la biomasse. Donc, il faut vraiment un bouquet énergétique diversifié pour arriver à électrifier le pays. Il faut vraiment maintenant mettre Pélix de côté, ne pensez pas. Quand je mets Pélix de côté, il faut bien comprendre. Moi-même, par exemple, comme annoncé, si on me demande, c'est un investissement à faire, je ne vais pas faire ce investissement dans réparer Pélix. Je peux le dire carrément. On vient d'installer, on a installé, évidemment, c'est une chose différente, on a installé 2 moteurs de 30 MW à Carrefour. Ces moteurs fonctionnent avec diesel comme backup et gaz propane. Il faut de grandes centrales fonctionnant au gaz couplées avec le solaire et du stockage pour arriver à avancer en Haïti. Donc, Pélix, vraiment, il faut, c'est bien, on l'a fait, ça fait plusieurs années, plus de 40 ans, on l'a fait, c'est bon, on peut continuer à l'exploiter quand c'est possible, mais maintenant, il faut vraiment ouvrir votre esprit quant à l'idée qu'il faut faire de nouveaux investissements, de nouvelles centrales en Haïti. Donc voilà ce que je voulais dire. Didier, je vous retourne le micro pour prendre des questions en ligne. Je vais te garder parce qu'apparemment, il y a une question qui est pour toi. On me demande là justement, est-ce que, attention, je me perds un peu dans le chat. Donc, existe-t-il en Haïti un contrôle étatique direct et légal du développement et la distribution de l'énergie solaire? Donc, je te passe cette question. Je pense que... C'est quoi la question, Didier? Est-ce qu'il existe quoi? Ah oui, d'accord. Existe-t-il un contrôle étatique direct et légal du développement et de la distribution de l'énergie solaire? Bon, et quand on dit est-ce qu'il y a un contrôle ou bien de développement, donc deux choses. Au niveau du gouvernement, dans la je parle avec le chapeau de l'ANAC, on a fait un choix pour vers des solutions hors réseau, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a des villes qui ne seront pas connectées sur le réseau national, mais sur le réseau central. Et la réponse est claire. C'est une question de viabilité financière. Donc cela veut dire je ne vais pas faire une interconnexion, je ne vais pas étendre un réseau et dépenser beaucoup d'argent juste pour faire quelques connexions. Donc quand on regarde les études qui ont été faites, et on a une étude géospatiale détaillée au niveau du ministère, on a vu qu'il y a plusieurs sites, pour le moment, qu'il est beaucoup plus économique de les connecter, en fait au niveau finance, qu'il est beaucoup plus intéressant de voir les faire marcher en solo, ce qu'on appelle des micro-réseaux indépendants, et peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on va avoir une nouvelle configuration et cela permettrait automatiquement au réseau national qui arrive d'absorber ces micro-réseaux. Pour le moment, ces solutions que nous appelons ces solutions hors réseau, ce sont les mini-réseaux et les systèmes solaires individuels et aussi les mèches-grids. Maintenant, pour ces mini-réseaux, le gouvernement a choisi de faire une approche multisource où tous ces micro-réseaux vont avoir une composante batterie, stockage ou batterie lithium, groupe diesel en backup et production solaire. Donc la production solaire, on a fait un choix pour construire les mini-réseaux avec de la production solaire. Maintenant, en ce qui a trait au mix énergétique pour les autres centrales des grandes villes, nous avons fait aussi un choix pour dire, à chaque fois qu'on ajoute de l'énergie thermique avec le gaz naturel, on va aussi ajouter du solaire et du stockage. Et tout le monde a compris, vous avez compris pourquoi en tant qu'étudiant, vous avez une production solaire le matin, pendant le soleil là, qui est extrêmement bon marché, eh bien, il faut l'intégrer dans le réseau. Malheureusement, cette production est extrêmement importante, il faut que vous ayez un réseau robuste pour pouvoir le faire. Parce que les gens, il faut arriver à comprendre. On n'a pas un réseau national en Haïti. On n'a pas un réseau robuste. Ce que vous avez maintenant, vous avez une ligne de distribution, une ligne
de transport de 54 km qui laisse Pélic qui arrive sur Delma. Voilà, c'est tout. Évidemment, vous avez d'autres lignes 63 que je ne mentionnerai pas. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, il y a un projet qui est dit projet Taïwan, où on veut prolonger la ligne. C'est une extension modeste. Ce qu'on va faire, on va construire 62 km de ligne transport supplémentaire. On va interconnecter, on va faire une ligne qui va laisser Akaye pour arriver sur Delma. Ça fait 52 km. Et il y a une autre ligne de 69 kV qu'on va faire pour interconnecter Cité Soleil et Carrefour. Mais quand vous faites ça, faites le calcul. Ça vous donne quand même moins que 120 km de ligne, c'est de ça qu'on parle. Comment un pays qui dispose 120 km de ligne de transport, je parle d'interconnexion des différents centres de production, peut arriver à dire qu'il va exploiter le solaire sous son réseau? Nous sommes en train de rêver. Il y a des investissements importants à faire dans le réseau de transport au niveau national. Par exemple, l'idée qui est dégagée au niveau du gouvernement, c'est d'avoir une ligne 117, 115. Une fois qu'on arrive à Gonaïve, on va faire 89 km pour arriver sur Cap. Et on va passer de l'autre côté. La ligne qui laisse Pélig, la ligne qui arrive à Pélig 115, on va prolonger ça. Ça va passer par Pignon. De Pignon, ça va passer par Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, on va faire une autre connexion encore vers le Cap. Et une fois qu'on arrive au Cap, on va transiter vers le nord-est à Fort-Liberté. Donc, il faut créer un minimum de réseau national. Là, je parle sur la côte, je parle pour le département ouest et centre, on fait la même chose. Vous regardez région des Palmes, arriver en 115, on peut remonter peut-être en 63. Donc, ce que je veux dire, il y a des investissements importants à faire pour qu'on ait un minimum, pour qu'on ait le réseau national. Et ce sont des investissements énormes. Parfois, quand on fait des études, on voit que si on veut éteindre le réseau, ça va nous coûter tellement d'argent pour connecter, pour avoir 15, 10 000 connexions, ça n'a aucun sens. Donc, ce n'est pas le fait que vous voyez que le solaire existe dans une zone, cela veut dire qu'on peut faire une grande centrale pour l'interconnecter et sur le réseau. Donc, voilà, DJ, ce que je voulais dire pour que les gens comprennent pourquoi on fait le choix et d'aller vers le solaire. Évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, je pense qu'au niveau de la NACE, nous sommes en train de recruter pour le moment une firme de consultation qui va nous aider à élaborer les standards pour connecter le solaire et sur le réseau. En attendant qu'on ait en fait des standards nationaux, on utilise les normes américaines, les normes au niveau de l'Europe pour qu'on puisse avancer en attendant qu'on ait nous autres et des normes au niveau national. Voilà, Didier, il est 10h21. Donc, et voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas, Didier, si vous avez des questions de votre côté, comme la séance devait terminer à 10h30, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être dans 4 minutes, Didier, je vous recommanderais de mettre fin au premier panel et on pourra revenir et qu'on puisse enchaîner avec le second panel. Voilà, Didier, je vous retourne le micro. Merci, professeur Calix. Merci, ingénieur Jean-Philippe Billy. On a pu épuiser toutes les questions au niveau du chat et au niveau de la salle. Donc, si l'ingénieur Billy a peut-être une dernière intervention, un dernier mot sur les perspectives d'avenir, je pense qu'on pourra mettre fin à la présentation. Oui, effectivement, j'ai quelques mots. En fait, pour faire suite à ce que le docteur Calix vient de dire, il faut au moins impliquer tous les secteurs, en fait, tous les partis qui sont, disons, qui sont impliqués dans le secteur de l'énergie en Haïti pour avancer avec ce qu'on a. Par exemple, le réseau électrique en Haïti doit être beaucoup mieux exploité que comme on le fait maintenant. Et respecter les normes et encourager les personnes à utiliser de manière productive l'électricité. Et promouvoir aussi les projets qui pourront aider à intégrer les énergies renouvelables dans le système électrique en Haïti. Voilà. Merci encore, ingénieur Billy. Merci encore, docteur Calixte, pour cette présentation. Donc, ceci met fin à notre premier panéliste pour les écoles d'été et
les écoles d'automne et d'été de 2024. Donc, pour les gens encore sur le chat, on va avoir d'autres panélistes. Donc, je vous invite à rester sur le chat. Merci beaucoup. À la prochaine.